Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format entrevue de Star Trek pour les nuls. Et c'est un format très particulier parce que pour la première fois de l'histoire des formats entrevus, nous ne sommes pas deux, nous sommes bien trois. Salut Thierry, comment vas-tu? Salut, ça va? Merci beaucoup Thierry, c'est toi qui m'as dit ce serait bien d'inviter Muriel Kirk, connue sur les forums, pour lui poser quelques questions. Et je me suis dit, du coup, vu que je la connais pas et que je ne sais pas trop quoi lui demander, eh bien, pour changer, tu vas venir m'épauler. Bonsoir Muriel, comment Bonsoir. vas-tu? Comment vas-tu? Eh ben, très très bien, très surprise et très honorée d'être là. Dans le Euh, podcast voilà, Star j'ai Trek, hâte. le podcast francophone. C'est un honneur de te recevoir. On s'est croisé quelques fois sur notamment le forum Mhm. de la communauté francophone de Star Trek. Je suis moins actif, mais je lis presque tous les messages qui y sont postés. Et voilà, comme je disais, c'est Thierry qui m'a dit il faut l'interviewer absolument. C'est important, c'est intéressant ce qu'elle fait. On va y venir. Est-ce que tu peux te présenter? C'était pas prévu, désolé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? On t'a demandé de venir parce que professionnellement, tu intègres Star Trek dans ton quotidien, ou Voilà. peut-être pas ton quotidien. Que fais-tu? Ah, Qu'es-tu? un peu Voilà, quand même, un peu quand même. je te Donc laisse. Je te laisse. voilà, donc j'ai mis mon prénom effectivement, Muriel. Donc je suis en Haute-Savoie et je suis donc instit. Professeur des écoles est un terme un peu ronflant que j'aime pas du tout. Donc voilà, je suis instit. Et effectivement, Star Trek est devenu un outil pédagogique et je m'éclate. Quoi? C'est On peut génial. faire de la pédagogie avec Star Trek? Carrément, Parce que carrément. moi, j'aurais pensé, tu vois, on nous a appris que des instructeurs de l'aéronavale américaine, là, je sais plus comment ça s'appelle, montraient des épisodes de Star Trek pour montrer ce que c'était, je sais pas quoi, de le vivre ensemble, machin. Donc des adultes ou des très jeunes adultes, mais là, Instit, c'est vraiment des enfants, des Ouais. petits. Et je me suis rendu compte que, parce que je farfouille pas mal sur les sites pédagogiques parce que j'ai des idées de projets tout le temps, et je me suis dit, tiens, la science-fiction, et en fait, ça a quasiment pas été utilisé en classe. Très très peu Hmm. d'instits qui l'utilisent. Donc j'ai construit pas mal de choses. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en tant qu'enseignante, donc le pédagogique, je connais. Donc simplement, j'ai calqué ce que je faisais en prenant, par exemple, j'ai bossé sur Harry Potter, j'ai vu ce qui a été fait sur le Fantastique, j'ai adapté ça aux épisodes avec donc aussi bien des entrées par rapport à l'anglais, par rapport aux sciences, par rapport Hmm. au vivre ensemble, par rapport aux émotions, par rapport voilà, à des ateliers philo que j'ai pu mener. Permettre aussi aux élèves de développer des compétences sur ben, c'est quoi être acteur, ah ben non, il n'est pas mort pour de vrai. Donc moi j'ai des CE2, CM1. Certains sont à la limite de penser que l'acteur meurt pour de vrai. Eh oui. Voilà. Ça, on va y revenir dans quelques minutes, mais ça avait été un grand choc quand j'avais annoncé à mes neveux qu'il y avait quelqu'un sous le costume de C3PO dans Star Wars. Ils me disaient comment ça, c'est pas possible. Et Pas un pourtant, vrai ils étaient droïde. grands, hein. C'est assez marrant. Mais vu que c'est le format entrevue, on va quand même faire les bonnes vieilles questions de Star Trek pour les nuls, qui sont des bases, mais vraiment des ultra basiques, mais qui servent à savoir, à comprendre d'où parlent les personnes avec qui on échange. Et donc, Muriel, comment est-ce que tu as découvert Star Trek? Alors, j'en reparlais justement avec ma fille tout à l'heure. Donc, en fait, c'est à cause ou grâce au confinement. Oh,
parce qu'on avait plein de temps, qu'on organisait entre Skype et les différentes vidéos que les enfants avaient à faire avec les profs et que moi je faisais avec mes élèves. Entre deux conférences, ma fille venait me prendre des fous rires dans le salon avec des répliques d'un certain Spock et d'un certain McCoy dans un film qu'elle était en train de regarder. Et je la voyais mais exploser de rire. Et je lui dis, mais attends, moi je vais aller regarder ça. Donc je creuse un peu. Et donc moi je tombe sur la série de donc TOS. Et je lui dis, ouais, mais effectivement, les oreilles pointues, ça me dit quelque chose. Et je vois surtout le visage du docteur. Et je me suis dit, mais sa tête me dit quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que je le connais grâce à Bonanza. Bonanza, c'est la série américaine que j'ai découverte en 2009. Et donc, DeForest Kelley joue, étant donné qu'il a cette grande carrière de western derrière lui, joue le rôle d'un médecin qui est la seule chance pour les Cartwright de sauver le fils qui a été piétiné par un cheval. Le problème, c'est que le médecin va être condamné à mort. Et c'est DeForest Kelley qui le joue. Et il a déjà la bague à sa main gauche. Et je me souviens avoir été extrêmement marquée par le talent de ce gars, la façon dont il jouait, la présence qu'il avait à l'écran. Mais pas une seconde, j'ai pu imaginer qu'il se retrouverait dans Star Trek. Je ne connaissais absolument rien d'autre de ce gars. Et donc, j'ai commencé à regarder la série des années 60. Et donc, j'ai fait en l'espace de 3 semaines, on va dire, les 3 saisons, plus la série du dessin animé, plus les 6 films. Et ensuite, j'ai sauté directement dans les films de Gigi Adams avec Karl Urban et Chris Pine. Et j'ai adoré. J'ai été extrêmement touchée par la prestation de Karl Urban. Et donc, j'ai creusé un peu qui il était. C'est là que j'ai découvert qu'il avait un papa allemand. Moi, je parle allemand, donc c'est vrai qu'il y avait déjà une accroche. Et puis, j'ai tout de suite vu la bague et j'ai compris et j'ai découvert qu'il était un fan absolu de Star Trek, de TOS. Et j'ai vu la façon dont il a incarné ce personnage avec tellement de respect et tellement de talent. Voilà. Donc, je balance entre TOS et TAS. Voilà. J'en ai de suite presque. Désolé, j'en ai de suite presque les larmes aux yeux. C'est assez merveilleux. Pardon. Je sais pas, ça fait 6 ans, 5 ans que Star Trek pour les nuls existe. C'est la première fois qu'on nous parle d'une découverte via DeForest Kelley et c'est assez génial. Ça vient en concomitance. Je sais pas si c'était avec toi, Thierry, il y a quelques jours, quelqu'un nous a dit que à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de Bones à cause de cet acteur. Ou c'était pas avec toi? Je non, sais c'était plus. pas avec moi. J'ai appris récemment que à l'époque, Desilu, donc le studio qui faisait TOS, recevait énormément de lettres d'amour, non pas autant qu'on pourrait le penser pour Spock ou pour Shatner, mais vraiment pour DeForest Kelley qui avait une présence. Et c'est vrai que de toute façon, le charisme de cet acteur est assez incroyable. Il a des yeux magnifiques et une douceur dans le regard. Et j'ai appris qu'il avait dépensé, alors je ne sais plus la somme, mais c'est une somme, je crois que c'est $60, mais qui à l'époque correspondait à une somme astronomique. Il est passé entre les mains d'un coiffeur qui lui a donné une autre coupe de cheveux parce que Roddenberry ne voulait pas de lui dans Star Trek, parce qu'on ne le connaissait que dans ses rôles de pourriture, parce que dans les westerns, il a vraiment joué des sales types et il ne le voulait pas. Et il a fait cette coupe de cheveux sur la saison 1
ça fait quelqu'un de très sage, de très policé. Et il a déclaré lors d'une convention américaine que c'était la meilleure chose qu'il avait fait ce jour-là, d'avoir cette coupe de cheveux. Et je trouve qu'il est extrêmement charmant. J'ai été dévastée d'apprendre que c'était un de ceux qui étaient décédés le plus tôt. Ouais. Il était déjà beaucoup plus âgé Oui, que tous les oui, autres oui, oui, à l'époque. oui, oui. Et pareil, autre grosse surprise et grand plaisir pour moi, Karl Urban, qui est une personne assez merveilleuse actuellement. C'est partie de ces rares acteurs dont on peut dire du bien. Et JP, qui officiait autrefois sur Star Trek, a eu la chance de Star Trek pour les nuls, a eu la chance de le rencontrer et nous a dit qu'il était merveilleux dans la vraie vie également. Je suis super content parce que grâce à Muriel, j'ai appris des trucs sur Star Trek. C'est incroyable. Ça fait des années qu'on fait du podcast et que je regarde les séries et les films, que j'échange avec des fans. Ouais. Et Muriel, qui a découvert récemment, finalement, très récement, m'apprend des trucs. Et je trouve ça trop cool. Parce que je savais pas que des fois, est-ce qu'elle avait joué dans Bonanza. Je connais quasiment pas Bonanza, mais c'est un nom que j'ai déjà entendu. Je sais que c'est quelque chose qui est assez culte. Et j'avais jamais fait attention que Karl Urban portait une bague au même doigt dans les films de la Kelvin Timeline. Et c'est vrai que c'est un bel hommage, d'autant plus que Gene Roddenberry était contre le fait que les gens aient des bijoux. Tout à fait. Et ce que je trouve génial, c'est que DeForest Kelley lui a dit c'est soit je garde la bague, soit je fiche le camp. Et c'est une bague qui appartenait à sa maman. Il y a une forte symbolique autour de ce bijou. Et il était prêt à fiche le camp. Et je me dis, mais en même temps, c'était les 30 premières secondes de Bones, parce que Bones, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui lâche pas. C'est soit vous me prenez comme ça, soit allez vous faire voir, quoi. Ouais, mais on rappelle je trouve ça génial. La scène du couteau avec Khan, où il lui dit bon, tu t'y mets ou tu t'y mets pas. Puis il vise à cet endroit-là, tu seras plus efficace, quoi. Waouh, c'est savoureux. Merci beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a vraiment accroché? Parce que bon, ok, DeForest Kelley, mais bon, tu vas pas te taper 3 saisons de 25 épisodes chacun, 6 films de plus de 2 heures certains, juste pour un acteur quand même. Non. Alors, c'est vrai que Bones, voilà, il y avait quelque chose. Après, le deuxième point qui est rentré là-dedans, c'est cette histoire de logique. Et d'émotions. Les émotions, ça a une grande place dans ma vie. Je suis beaucoup en contact de par mon métier avec les psychologues. J'ai affaire à des élèves qui sont en grande difficulté, soit dans le vivre ensemble, dans l'émotionnel. Et je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur cette logique pour que ça devienne un outil. Je prends un exemple concret. Je fais mon plan de classe et je me rends compte que je me coupe les cheveux en 4 parce que j'essaye de trouver la meilleure place pour que les enfants soient bien, que ils soient avec un ami, qu'ils aient de quoi s'appuyer. Et puis en fait, je me rends compte qu'ils sont extrêmement pénibles et qu'ils font que parler toute la journée. Et je me dis, bon, ok, on va y aller autrement. Je les sépare tous et je fais quelque chose de très logique. Toi, je te mets là, toi, je te mets là, toi, je te mets là. Et en fait, je me suis rendu compte que je me retrouvais des fois en difficulté, même avec 20 ans d'expérience, parce que l'émotionnel prenait le dessus. Et je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur cette logique. Et ça a été génial parce que ça m'a donné plein d'outils pour philosopher au quotidien, pour aider les élèves à résoudre des soucis. Je leur ai posé la question, c'est quoi être logique pour vous? Et donc, ça a été vraiment... c'est chouette à vivre au quotidien avec eux. Ouais.
Voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, alors ça, c'était assez déstabilisant. C'est quand j'ai voulu commencer à écrire sur Star Trek, parce que j'écris beaucoup. J'ai écrit beaucoup sur Bonanza, et là, je suis passée sur Star Trek. Moi, je suis une littéraire. Je suis absolument pas scientifique. D'ailleurs, ça me pose un peu de problème en classe, parce que les expériences scientifiques, je les foire assez régulièrement. Ça fait beaucoup marrer mes élèves. Et ils finissent très gentiment par me dire « Mais oui, mais maîtresse, on sait, vous êtes la maîtresse musicienne et la maîtresse des mots, alors on peut pas être bon partout. » Et du coup, voilà, je me mets aussi dans la science, parce que quand j'essaye de fabriquer des séances pédagogiques en mathématiques notamment, je vais jongler avec les kilomètres, avec les superficies des planètes, les diamètres, et j'essaye de faire bosser ça au CM1. Et du coup, c'est une entrée, pour le coup, mathématique et scientifique, alors que je suis littéraire mais à 500%. Ouais. Ok. Mais ça aussi, c'est pas forcément d'habitude. On nous dit, on nous répond deux choses, soit la philosophie, soit les vaisseaux spatiaux. Donc ça aussi, ça fait du bien d'entendre de nouvelles réponses. Et du coup, tu es très 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 TOS, très série originale, ou les suivantes t'ont quand même. Alors, je me considère vraiment comme un bébé dans Star Trek. Donc, t'es pas un bébé, t'en connais plus que nous. C'est très ciblé, parce que pour l'instant, voilà, c'est TOS et les 3 films de Karl Urban, avec Karl Urban et puis Chris Pine et Zachary Quinto, qui est excellent aussi. J'ai regardé l'épisode dans lequel McCoy revient en étant très âgé. Alors, je suis pas capable de dire dans quoi il est. C'est le tout premier épisode de TNG, oui. Voilà. Et puis j'ai sur le forum parlé de mon souhait d'explorer en fait l'aspect des enfants et de l'éducation dans Star Trek, parce que c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Et quelqu'un m'a répondu que voilà, il y avait des choses à voir avec Picard. Donc j'ai regardé 1 ou 2 épisodes. Donc j'y entre en fait à petits pas avec cette problématique-là. Mais je veux pas me buter ou quoi que ce soit, mais je reste quand même attachée au trio, et au trio de TOS et au trio de TAS. Mais je suis pas complètement obtus. Je vais sans doute pas tarder à y aller. Oui. J'ai vu un épisode de Picard où il a un jeune officier dans son bureau. Voilà, on m'avait conseillé de le regarder. Et puis, on m'a parlé aussi d'un autre où il y a des enfants à bord du vaisseau, et on m'a dit tu y verras davantage de choses. Donc voilà, je commence à y entrer, mais par cette voie de l'éducation, parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que la science-fiction, j'ai bien compris qu'elle apportait énormément de réponses écologiques, philosophiques, humaines, technologiques. Mais je me suis dit, dans les années 60, quand ils ont fait TOS, ils n'ont pas réussi à faire en sorte que Kirk soit bon avec des enfants. Et je mets beaucoup de guillemets. J'ai vu que c'était un sujet quand même assez... Enfin, quand sur le forum j'ai posé la question, en gros on m'a dit, parce que moi je m'étais appuyée sur les épisodes donc de Children Shall Lead, Miri, qui sont les moins bien cotés, et moi j'arrive pas à les détester. J'y vais, j'ai l'intention de réparer 2-3 petites choses. Je suis en train de... J'ai écrit 110 pages de fanfiction sur la suite de ça, et je suis en train de les traduire pour une amie américaine, et j'explore en fait Kirk, McCoy et Spock, qui ont récupéré les enfants après la destruction de Korgan, et qui vont essayer
de s'en occuper, sachant que c'est des enfants qui ont été traumatisés et que de ce que j'ai vu dans les années 60, eh bien, Kirk était pas super à l'aise avec les enfants. Et j'ai très, très envie d'explorer ça, ce que je fais. Oui, il y avait un épisode justement qui montrait ça et c'était de manière internaliste, Charlie X, où on voyait que Kirk, il est vraiment pas très à l'aise, alors que là, pour le coup, c'est un ado, un très jeune adulte, qu'il est censé le truc, et on voit qu'il sait pas faire, même en tant que personnage. Donc ça, c'était assez intéressant. Picard, il doit y avoir 4 ou 5 épisodes, parce que justement, Picard est écrit comme une personne qui n'aime pas les familles, qui n'aiment pas les enfants. Oui, voilà, c'est ce qu'on a. Premier épisode, il nous dit ça. Déjà, il ne comprend pas pourquoi il y a des familles à bord de son vaisseau au début, mais donc il est de temps en temps mis en confrontation avec ça. Après, il y a dans Deep Space Nine où pour le coup, on a carrément des familles qui agissent ensemble. On a la famille O'Brien avec Molly qui a 5 ans, un truc comme ça, je crois, peut-être un peu plus jeune même. Benjamin Sisko, son fils a 12-13 ans au début de la série, et on voit les rapports familiaux évoluer. C'est un père célibataire, etc. Bon, mais ça, le problème, c'est que avoir une liste vraiment précise, c'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est pas non plus un sujet extrêmement traité dans Star Trek, puisque Voyager, il n'y a pas d'enfants, Enterprise, il n'y a pas d'enfants, Picard, il n'y a pas d'enfants, Discovery, il n'y a pas d'enfants, etc. Il y a la série plus récente, Prodigy, que je n'ai pas vue, mais il n'y a pas d'adultes, du coup. Du coup, il n'y a pas d'éducation. Enfin, ils s'éduquent eux-mêmes. Il y a l'hologramme Janeway qui sert d'adulte. L'hologramme Janeway, mais je ne sais pas trop comment... Mais après, pour moi, c'est l'histoire de relation entre adultes et enfants. Moi, c'est Deep Space Nine, quoi, qui fait ça le mieux et qui fait ça quasiment tout le long de la série. Le neveu de Quark, comment il est élevé en confrontation avec son père et son oncle, et parfois il va plus d'un côté de l'autre, parfois il prend une troisième voie. Et puis Jake Sisko avec son père, pareil. Tout à fait. Et moi, du coup, j'ai été là pendant les vacances, je sais plus, de février. Je suis retournée dans Battlestar Galactica. J'avais acheté les DVD parce que Lorne Greene y joue dedans. Lorne Greene, donc, est l'acteur canadien qui a joué le rôle de Ben Cartwright dans Bonanza, et qui est cette figure masculine absolument, enfin figure paternelle absolument géniale. Et donc, il a joué dedans avec Dirk Benedict, le futé de Agence Tourisque. Et donc, dans tous les sens. ils ont, avec Jane Seymour, un petit garçon, et la planète, donc au moment de la destruction, va être endommagée. Et donc, Jane Seymour est récupérée à bord du vaisseau avec le petit garçon, et elle a une aventure avec Apollo, qui est donc le fils de Adama. Et du coup, on retrouve ce Ben Cartwright dans l'espace, mais pour lui, il respirait tellement ça que voilà, j'ai aussi regardé comment ça avait été construit et abordé. Comment il s'appelait ce petit Boggy? Non. Boxy. Boxy, merci. Boxy. Ouais. Mais on retrouve tellement la présence bienveillante et ferme de Ben Cartwright. Il était beaucoup plus âgé quand il a fait ça, mais il n'y a pas photo. Il est clairement là-dedans, et ça transparaît à l'écran. Et du coup, finalement, en revenant sur TOS, je me rends compte que c'est quand même Bones qui est le plus à même de gérer les enfants, parce qu'il est psychologue, parce qu'il est médecin, mais il se repose quand même sur l'autorité de son capitaine en lui disant: mais c'est toi le capitaine, c'est toi la figure masculine, c'est toi que Charlie entend. Et en fait, je me dis, mais Kirk, il a quand même 420 personnes sous ses ordres. Il est quand même pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Mais alors, avec les enfants, ils lui ont très mal écrit son personnage, mais je pense aussi
que c'est dans le courant des années 60, c'est-à-dire qu'ils pensaient science-fiction, et donc peut-être qu'ils n'ont pas anticipé d'une certaine façon de concevoir l'éducation, ou alors ils sont imprégnés du courant à l'époque où on craignait que les enfants prennent le pouvoir et puissent être incontrôlables. Ce qui se passe avec Miri ou avec les 5 petits. Et je pense que j'ai pas de réponse en fait. Je suis dans le cheminement de ça. Parce que je me dis, voilà, ils avaient limite inventé le téléphone portable qu'on a maintenant, mais ils nous donnent aucune bille, voilà, ça fait, enfin, je veux dire, les enfants qui grandissaient en 64, oui, bah, ils ont 70 ans aujourd'hui. Je suis pas sûre que la science-fiction nous donne des billes pour être de meilleurs éducateurs ou la science sociale fiction. Alors que paradoxalement, le premier public, du moins de ces époques-là, le premier public, c'était plus des enfants et des ados qui regardaient ces séries et ces films, les trucs. Mais d'un point de vue internaliste, on peut se dire que Kirk, il a fui, hein, il veut pas de famille, il veut vivre l'aventure permanente, donc il fuit les enfants. Et d'un autre point de vue, comme tu disais, peut-être que, ou simplement, à l'époque, ils s'en fichaient de l'éducation. Mais d'un côté, il me semble que c'est à cette époque-là qu'on avait eu le Village des damnés, avec le film d'horreur où les enfants prennent le pouvoir, qu'on avait les premiers arrivages de ce style-là. Et puis, il y a aussi The Invisible Boy, qui est la suite de La Planète Interdite, avec un petit robot. Il y a une suite à La Planète Interdite. Waouh. Ils ont recyclé le robot qui est dans La Planète Interdite. Le robot, par contre, oui, il a joué. Voilà, Robbie. En fait, et donc, dans cette deuxième partie, c'est le professeur Morino donc, qui a conçu un ordinateur gigantesque. Et il désespère parce que son fils est un crétin fini. Et en fait, le fils est hypnotisé par l'ordinateur qui est en train de développer sa propre intelligence. Et son père lui dit, écoute, si tu me bats aux échecs, tu auras le droit de me demander ce que tu veux. Et effectivement, le gamin met une raclée monumentale à son père aux échecs. Et il va lui donner les pièces détachées de Robbie le robot. Et il va remonter le robot. Et c'est par le biais du robot, le grand ordinateur va prendre le pouvoir sur les humains. 1957. Oui, en noir et blanc. Incroyable. Merci beaucoup pour. C'est génial. Pour ça. Tu vois, même en vacances, tu nous apprends des trucs. Est-ce qu'il y a eu... Formation professionnelle. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment... Est-ce que tu arriverais à définir s'il y a eu un moment où tu as basculé de simple spectatrice de Star Trek à Trekkie? Bon, tu nous as dit là tout à l'heure que tu te considérais vraiment comme un bébé, etc., apprentissant. Mais... bon, tu es quand même venu sur des forums, tu es quand même venu sur un podcast en parler, oui. Tu l'appliques dans ton travail. Il y a dû y avoir un moment où tu t'es dit, en fait, c'est vraiment super cool, ou c'était le premier visionnage Alors, j'ai pris les épisodes un peu dans le désordre, je pense, et puis après, je les ai repris dans l'ordre. Je sais que j'ai été marquée par La créature de sel, l'épisode avec la créature, le Horta aussi. Et ça, je me suis dit, celui-là, par contre, je vais le montrer aux élèves, parce qu'en termes de respect de vie, là, c'était évident que celui-là que j'allais le montrer. J'ai adoré celui avec les tribules. Ah bah oui. Ça, c'était... Parce qu'en fait,
j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que je peux montrer aux élèves. Il fallait que j'évite tous les épisodes où Kirk qui roule des pelles aux filles, ce qui arrive quand même un certain nombre de fois. Et je suis dans une école où certains élèves font des burks et détournent la tête quand on s'embrasse. Je suis sûr qu'il y avait une version du script de l'aorta où il chopait l'aorta. Non, non. Donc voilà. Après, j'ai beaucoup aimé A Frightened Child, McCoy avec le bébé. Ah oui. Super mignon. Voilà, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé aussi Journey to Babel. Avec les parents, enfin je trouve ça génial, Kirk qui dit Spock, vous voulez peut-être profiter de la navette pour aller retrouver vos parents, et qui répond l'ambassadeur Sarek et madame sont mes parents, et ça aussi ça m'a interpellée. Donc voilà, il y en a quelques-uns que je vais revoir assez régulièrement, comme une petite piqûre de rappel. Ok. Thierry, tu voulais enchaîner avec tes questions, tes multiples questions. Ah bon? Ah, d'accord. Ok. Non, je savais pas. J'ai pas préparé de questions. Mais non, c'était vraiment, du coup, t'en as un petit peu parlé, mais à quel moment tu t'es dit, en regardant Star Trek, est-ce que tu avais déjà cette idée d'utiliser la science-fiction dans ton enseignement? Pas du tout. Ou c'est vraiment, est-ce que c'est lié à Star Trek déjà? Oui. Ouais. Carrément. Et à quel moment tu t'es dit, en regardant Star Trek, là, il faut que je m'en sers dans mon enseignement en tant que support? Quasiment instantanément. Moi, c'est vrai que quand je rentre dans un truc, j'y vais avec passion. Et je me suis tout de suite dit, mais ça, je vais faire avec mes élèves. Et ça, là, ça fuse dans ma tête. Je me dis, alors voilà, je vais faire de l'anglais. Je vois bien leur faire construire des petits dialogues. My name is Kirk. Voilà. Après, j'ai commencé à aller récupérer les génériques des dessins animés que je regardais quand j'étais gamine, genre Goldorak, Les Mondes Engloutis. Je me suis dit, je vais faire de la lecture documentaire, je vais leur poser des questions, mais au lieu que ça soit sur un texte, ça sera sur les génériques. Donc j'ai fait le lien comme ça. Ensuite, ma fille m'a aidé à faire un diaporama pour présenter l'équipage de Star Trek. Je me disais, ouais, alors ils ont quand même un Russe, ils ont une femme noire qui n'est pas juste une femme de ménage, mais qui est quand même lieutenant. En termes d'impact sur le racisme, sur l'intolérance, sur le vivre ensemble. Donc ça a fusé, voilà, c'était parti. Et en impro total, justement parce que j'ai rien trouvé sur Internet. Et après, j'ai fait le tour des livres de science-fiction qui étaient mis à la portée des enfants. Et j'ai eu la chance de travailler sur un roman, alors qui est pas tout récent, hein, qui doit dater des années 90, qui s'appelle Les Manches-Forêts, qui est une histoire mais magnifique, où on trouve justement un garçon qui est insensitif, qui est dans un orphelinat parce que ses parents sont décédés, et lui, il les ressent. Et il sait que ses parents sont en vie. Et donc, il va voler un vaisseau spatial. Il va se rendre sur une planète qui s'appelle Amazonia, sur laquelle vivent donc ces étranges créatures qui sont des chenilles, les manches-forêts. Et il y a une fable écologique sur la nécessité de préserver cet espace naturel au lieu de le détruire suivant quelle classification de planète ils vont faire. Et j'ai fait le lien avec le Horta. Et donc, j'ai commencé à lire ce roman avec les CM1 et en parallèle à leur montrer l'épisode. Est-ce qu'on tue cette créature? Kirk veut la tuer, Spock lui dit non, voilà. Et puis débat avec les élèves sur est-ce qu'il faut la tuer? Et mes élèves disaient non, c'est une maman, donc c'est normal, elle protège ses bébés. Et ils ont construit tout seuls le raisonnement. Et c'est juste génial. Comment non, déjà, avant tout, est-ce que ça marche avec tous les enfants de manière générale? Bon, je suppose que évidemment, il y a des
des enfants qui n'aiment pas la SF, comme de toute façon, il y a des personnes de manière générale qui n'aiment pas la SF, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, je suppose. Oui. Alors après, mes élèves, quand j'ai travaillé sur la science-fiction, j'y suis arrivée en fin d'année, donc on était sur mai-juin. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une solide expérience de comment je fonctionne. C'est-à-dire que quand on a bossé sur Harry Potter, on a exploré en fait toute ma journée de classe était consacrée à Harry Potter. C'est-à-dire que la grammaire, les dictées, c'est des dictées que je fabrique sur Harry Potter. Les exercices de maths, c'était sur Harry Potter. Donc, en fait, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Quand je leur dis on lance un nouveau projet, ils sont à fond dedans. Et ils se laissent embarquer. Alors, dans ma classe, le mot obligé, il est interdit. Donc, on est obligé de rien du tout dans ma classe. Donc, quand ils me disent « mais on est obligé d'écrire », moi, je leur réponds « non, on est obligé de rien du tout, mais par contre, je te demande de le faire » et ils le font. Obligé si tu veux un 0. Voilà, je suis littéraire, donc je manipule très bien les mots et je fais là où je veux. Donc, en fait, je les embarque. Et par exemple, pour la science-fiction, le couloir est recouvert de captures d'images plastifiées. Donc, je décore le couloir. Il y a le paillasson avec l'Enterprise devant la porte. Je viens à l'école avec le t-shirt de Star Trek, de Uhura. Et là, mes élèves, ils hallucinent. Donc, forcément, ils rentrent dedans parce que c'est pas juste une lubie d'un exercice. On vit, voilà, quand c'est Harry Potter, il y a les objets d'Harry Potter. Et je leur ai amené le télécommunicateur que j'avais acheté en petit jouet. J'ai dû le payer 10 €. Et là, ils me regardent et ils me disent oh, mais il marche pour de vrai. Je dis ouais, t'inquiète, dans 2 secondes, je vais communiquer avec le Captain Kirk. Et là, ils me regardent. Et là, c'est bon, c'est emballé, quoi. Donc, ils regardent le truc. Ils me disent, mais c'est un téléphone. Je dis oui, c'est ça. Je dis mais ça date des années 60. Alors là, ils sont perdus. Parce que c'est le futur, mais c'est les années 60. Et alors là c'est très drôle. Quand je leur montre le diaporama, j'ai quelques élèves. Alors cette année, non, mais l'année dernière, ah mais ouais, moi je connais. Ouais, bah c'est comme Star Wars. Et là je fais attends, petit bonhomme. Star Wars, vois-tu, c'est mon année de naissance. Je dis, je suis née en 77. Star Wars, c'est là. Je dis maintenant, regarde Star Trek. Où est-ce que c'est dans la frise chronologique? Et là ils me disent, oh, mais alors c'était avant. Eh ben, je dis ouais, c'était avant. Parce que tu as mais c'était le avant du futur. Alors là, ils sont paumés. Dans ta salle de classe, tu as une frise chronologique avec les dates de sortie de Star Trek et de Star Wars. Oui. En fait, je pars de 2023 et je recule. Alors, en général, je fais ça avec un rouleau de papier toilette dans le couloir. Maintenant, mes collègues, elles savent. Donc, j'ai 15 mètres de couloir. Et donc, je déroule comme ça et je gradue. Et donc, je commence par poser, parce que quand ils arrivent en CM1, leur notion de la chronologie et du temps est pas évidente. Donc, je commence à mettre leur année de naissance. Ensuite, je mets ma date de naissance. Ensuite, je mets la date de naissance de mes parents, de mes grands-parents. Je situe la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, je recule et je gradue jusqu'à 4 millions jusqu'aux Australopithèques. Donc, j'ai tout le pouvoir. Et du coup, j'ai des élèves qui arrêtent de me poser la question si j'ai connu les dinosaures et si les dinosaures ont vécu à l'époque préhistorique. Oui, j'ai entendu ça plein de fois de la part de parents. Ils n'ont plus le droit de me poser la question parce que quand on a fini de graduer tout ça, on arrive à 4 millions, donc on est au fond du couloir. Donc je leur fais coucou de très loin en leur disant « Là, je suis avec les Australopithèques ». Je dis « Les dinosaures, ils sont à l'entrée de Cluse, c'est-à-dire à 2 km de loin, donc venez pas me parler des dinosaures ». Et là, ils ont tout compris. Du coup, t'as marqué quoi Star Trek, Star Wars, la planète des singes aussi oui, je reparle avec eux des différentes. Alors, je suis aussi allée chercher, par exemple, Jules Verne. On a travaillé sur Tintin avant, donc on a parlé de Tintin, donc Objectif Lune et tout ça. Comment la bande dessinée avait 10 ans avant. Neil Armstrong anticipé ça et j'essaye de leur donner une culture en fait de littéraire, télévisuel, cinématographique de ce qui se fait au niveau de la science-fiction. Et
On est dans une époque où les parents sont très impliqués dans ce qui se passe à l'école. Comment c'est perçu de la part des parents, toute cette arrivée du fantastique dans le quotidien? Évidemment, plus précisément de Star Trek, mais peut-être dans un second temps. J'ai la chance aussi, hein, ça fait 15 ans que je suis dans la même école, donc j'ai la chance en fait d'avoir la confiance en fait des parents. Et quand j'explique les projets, ma façon de travailler, il y a quelques parents qui me disent « Mais moi, je peux venir dans votre classe pour regarder ?» J'avoue, en fait, ça me donne envie de retourner à l'école, moi aussi. Ils le regardent, il y en a, ils me disent « Oui, mais moi, j'ai regardé avec mon grand-père, j'ai regardé avec mon papa. » Voilà. Donc, en fait, les parents me disent moi, cette année, mon enfant, il est content de venir à l'école. » Oh, ça c'est... Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que moi, je m'éclate toute la journée. Et j'ai quand même une obligation de résultat, c'est-à-dire que j'ai un suivi de carrière, j'ai un inspecteur et qui me demande, vous faites combien d'heures de français par jour? Je lui dis, écoutez, voilà, je fais ça comme ça, je pars dans mes idées. Il me dit, bon, juste, vous pouvez compter à la fin de la journée combien vous avez fait de maths pour être sûr que vous êtes dans les clous? Oui, d'accord, monsieur, pas de souci. Oui, pas de souci, je vais le faire. Mais en fait, voilà. Moi, mes élèves, ils font de la grammaire, ils font de l'histoire, ils font de la géographie. Mais en fait, je leur donne en début d'année un énorme cahier blanc. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de lignes. C'est un cahier blanc. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un projet, on travaille sur une double page. Donc, par exemple, on va coller les personnages de l'Enterprise. Et puis, ils vont faire la carte d'identité des personnages. Ils organisent leur page. Donc, en fait, ils écrivent. Ils font des liens, ils travaillent le vocabulaire, ils apprennent à gérer leur page. Et voilà, j'achète un cahier de 96 pages et ça prend toute l'année. Donc, quand on bosse sur Star Trek, on va peut-être consacrer 4-5 pages. Je vais leur demander de faire un résumé de l'épisode. Je vais leur demander de réfléchir sur les sentiments de tel personnage. Qu'est-ce qu'ils imaginent, comment ils auraient fait ça, qu'est-ce qui les a choqués, qu'est-ce qui les a fait rire. C'est toujours des prétextes pour les faire parler, les faire écrire, les faire lire, pour travailler les compétences en fait qu'on me demande de travailler. Excellent. Mais ils s'amusent en fait et ils savent jamais à l'avance ce qu'ils vont faire. Quel âge tes classes? Alors cette année j'avais des CE2, CM1, mais en général je redouble plutôt mon CM1. Donc une dizaine d'années. Un peu moins. Mais il y a un gros décalage entre CE2 et CM1 et franchement je m'éclate avec les CM1 parce que ils ont de la finesse de compréhension. J'ai travaillé sur les émotions, sur les intelligences multiples, sur les 3 types de cerveau, le reptilien, donc ça a été mis à la portée des enfants. Et ça, des enfants de CM1 le comprennent très très bien. Ouais. Au début, je sais que par exemple, ils avaient un avis très négatif sur Spock. Ils étaient persuadés, alors j'ai des élèves qui raisonnent en binaire, c'est-à-dire c'est des gentils, des méchants. Donc Spock, c'était un méchant. Donc j'ai laissé dire. Et puis je dis, mais voilà, expliquez-moi pourquoi il est méchant. De toute façon, il a tout le temps les mains dans le dos, et puis il sourit jamais, et puis ses yeux, il a des yeux de méchant. Ok. Et puis petit à petit, ils ont fait évoluer leur pensée. Que il ne se coupait pas de ses émotions, il essayait de les gérer autrement. Et du coup, on a regardé pas mal d'épisodes où, par exemple, celui avec Babel, il comprenait pas pourquoi Spock ne voulait pas sauver son père. Et ils m'ont dit, mais ça se fait pas, il n'a pas le droit de laisser mourir son père. Et j'ai rien dit, j'ai laissé évoluer. Et il y en a qui ont dit, mais oui, mais c'est sa logique. Et c'est logique qu'il reste à son poste. Et c'était génial d'avoir des enfants qui étaient capables de se poser la question de est-ce qu'il est méchant et c'est quoi sa logique? Et qu'est-ce que le capitaine est obligé de faire pour contourner cette logique? Et c'est génial. C'est génial à faire avec des enfants.
Ok. Moi, je suis agréablement surpris que ça marche aussi bien sur des enfants aussi jeunes, parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu toujours vanté les mérites de Star Trek en tant que moteur de réflexion, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien sur des enfants, tu vois. Et je trouve ça super. Il est probable que je déménage en Haute-Savoie pour l'année 2022-2025 quand mon fils sera CM1. Parce que nous, on a commencé à regarder un petit peu à la maison, un tout petit peu la série animée originale. Hein. On a regardé 2 épisodes avec Marcel et il a énormément reçu toute la partie fun et rigolote et puis les belles couleurs, l'aventure et tout. Mais tout l'aspect réflexion et tout s'est passé à autre. Mais j'ai pas encore pris le temps de reprendre ça avec lui. Et avec les suivants, mais qui sont beaucoup plus petites, donc c'est un peu tôt. Ok. Et avant que tu montres un épisode, est-ce que tu leur donnes le thème? Est-ce que tu leur dis le sujet de réflexion sur l'épisode, ça va être ça? Ou est-ce que tu les laisses partir sur ce qu'ils perçoivent? Alors là, cette fois-ci, j'étais un petit peu plus pressée par le temps, donc j'essaye de me rappeler. Donc le premier que j'ai montré, c'est sûr, c'était celui avec le Horta. Il y a juste un truc que je me suis rendu compte, c'est que dans mon école, on a des classes avec des dispositifs d'inclusion, puisqu'on a des élèves porteurs de handicap. Et j'avais dans ma classe une petite trisomique qui a eu très très peur de la musique, de l'atmosphère du Horta. Et donc, je suis venue à côté d'elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je lui donnais les éléments avant, en lui disant, voilà, t'inquiète pas, c'est une gentille maman, elle protège ses bébés. Et du coup, elle était rassurée, elle a regardé. Mais je me rappelle pas leur avoir donné les éléments. Par contre, une fois qu'on avait terminé, je leur donne systématiquement la parole en leur disant, voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Qu'est-ce qui vous a choqué? Je me souviens par exemple quand dans Babel, quand on l'a regardé, donc il y a quand même la tentative d'assassinat sur Kirk, et il y a cette scène où Spock se prend une gifle par sa mère. Et ça les a interpellés. Donc je les ai fait réagir aussi par rapport à ça. Je les ai écoutés. Comment ça fonctionne? Tu mets pause pendant le visionnage pour réagir J'évite. C'est à la fin vraiment Oui. vous souvenez tel moment. Voilà, les CM1 sont à même de pouvoir conserver ça et le poser après. Ça a dû m'arriver une fois de faire pause, peut-être sur le premier pour expliquer quelque chose, mais sinon j'évite parce qu'ils se mettent vite à couper la parole et ils sortent du truc. Donc j'attends la fin. Après, je leur ai montré aussi. Alors c'est marrant parce que celui avec les enfants, du coup, j'ai évité de leur montrer parce que comme je n'étais pas au bout de ma réflexion, là, je maîtrise pas assez. Il y a des trucs qui vont pas me plaire, on donc. va éviter d'avoir une révolution des enfants dans l'école. Voilà. Je leur donne pas tourner autour de toi. Mais du coup, je réfléchis. Donc le Horta, Babel. Et donc les tribules, je leur ai montré le dessin animé avec les tribules. Ah oui, et puis je leur ai montré celui avec le casse-pied de service là, et puis les humanoïdes. Mud. Ouais. Les robots. Ouais. Et en fait, j'ai voulu tester justement leur capacité à comprendre ce qui était illogique pour tuer les androïdes. Et ensuite, on a joué à ça. J'ai dit, allez, maintenant, vous allez me donner un exemple de truc illogique. Alors, il y en a un, il dit, moi, par exemple, je vais m'adresser à lui et puis je lui dis, au fait, Théo, tu t'appelles comment? C'est bien vu. Et donc ça, c'était les CM1. Donc après, chacun à son tour, je dis, allez, vous me sortez quelque chose qui est complètement illogique. Et puis, il me dit, il y en a un, et il me dit, moi, je vais dire que 2 et 2, ça fait 5. Ok. Mais j'ai dit, mais au fait, tiens, comment
comment tu sais que si moi, par exemple, voilà, je suis enseignante, demain, je vais t'apprendre que 5 et 5, ça fait 14. J'ai dit, je suis enseignante, hein, j'ai toutes les stratégies. Si je veux te mettre dans la tête que 5 et 5, ça fait 14, je te garantis qu'à la fin de la journée, tu me croiras et que 5 et 5, ça fait 14. Et là, il me dit, bah non. Bah, je lui dis, bah comment tu sais que ça fait pas 14? Et là, il lève ses mains, puis il me fait, bah oui, mais 5 et 5, je vais vous le montrer que 5 et 5, ça fait 10. Ah, je dis donc, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Ah, il réfléchit, je dis, bah, qu'est-ce que tu viens de faire? Ah ben, je dis, rappelez-vous, quand on annonce quelque chose, pour convaincre quelqu'un, il faut pouvoir avoir, et là, ils me disent, des preuves. Et ben, je dis, bah voilà. Et en fait, c'était... Moi, je me régale quand j'ai des esprits vifs, parce que sinon, j'ai des grands moments de solitude. Mais c'est un bonheur. Je me dis, je leur donne des clés aussi pour plein d'autres choses. Ok. Oui, bah, la charge de la preuve, c'est un truc, il y a beaucoup d'adultes qui auraient besoin de le connaître aussi. C'est pour ça que j'adore bosser avec les enfants. Ok, ben, du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Pour moi, ça a été assez super cool. J'aurais juste la dernière question à poser, mais donc Thierry, peut-être que tu as des trucs à dire. C'est le moment. Je suis tout. Oui, je me demandais, donc on a parlé de comment c'était perçu par les parents d'élèves et par ta hiérarchie, mais comment tes collègues perçoivent cette méthode pédagogique? Est-ce qu'ils ont envie de l'appliquer peut-être avec d'autres domaines artistiques ou est-ce que c'est ou est-ce qu'ils chouette te comme, trouvent bizarre comme et ils disent elle est trop bizarre cette prof En fait, j'ai pas mal de collègues qui débutent, qui sont donc vraiment dans les clous de ce que va demander l'ESP. Donc voilà, ils sortent pas de leur modèle. Mais en même temps, ils ont envie parce qu'ils me disent, mais c'est génial ce que tu fais, mais moi, je ne serais pas capable de le faire. Et je dis, mais commence à petite dose. Moi, j'ai pas fait ça comme ça en claquant des doigts. J'ai dit, voilà, tu as envie de travailler sur un livre parce que ça te plaît. Et ben voilà, tu décroches de ton truc et puis tu essayes de faire une dictée à partir de ce que tu aimes. J'ai une collègue, par exemple, qui a bossé sur le Vendée Globe. Elle est vendéenne. Je lui dis, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ta séance de maths, tu vas la faire à partir des bateaux. Tu vas suivre en réalité à quelle vitesse ils avancent. Donc, tu vas leur faire des conversions entre les nœuds, entre voilà. Tu fais de la géographie parce que on est dans un paysage qui est complètement différent de la Haute-Savoie. Tu vas utiliser l'outil numérique, c'est-à-dire que tu vas te connecter avec l'office du tourisme de l'Héron et puis tu vas poser des questions en direct à la personne qui est là-bas. Enfin, moi, c'est ce que je leur conseille de faire. Alors, c'est vrai que les collègues me disent, de un, on ne sait pas comment faire ce que tu fais. Et l'autre question, c'est le jour où je suis malade, ben, le remplaçant qui vient dans ma classe, je lui souhaite bien du courage parce qu'il faut qu'il soit dans ma tête. Hein. Ouais, mais ça, bon. Donc ils essayent même pas. De toute façon, je leur demande même pas. Soit j'ai préparé leur truc et puis je dis bah voilà, vous leur donnez cette feuille et ils font ces exercices-là. Soit j'ai dit vous faites à votre sauce parce que vous pourrez de toute façon pas être dans ma tête et imaginer ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Nous, bah, du coup, je vais parler de notre expérience. Là, mon fils Marcel vient de finir son année de CE1. Et premier jour de la classe, la maîtresse a annoncé cette année, on va tout centrer sur la mythologie. Et donc, ils ont fait une première partie de l'année sur la mythologie grecque. Donc, pareil, ils faisaient des maths, de l'histoire et de la dictée, de l'apprentissage de tout, via la mythologie grecque. Puis après, deuxième trimestre, mythologie égyptienne. Et en troisième, la romaine, je crois. Et c'était assez fascinant parce que du coup, en plus, Marcel, il s'est vachement intéressé à ça à la maison. C'est-à-dire que quand on va à la librairie, qu'il voit un bouquin sur la mytho, il me demande de le prendre, machin. Et donc, ça a créé un intérêt en plus de l'école. C'est ça.
Et en plus, il se trouve que dans Gers, alors je ne sais pas si c'est tout Gers ou spécialement chez nous, ils ont lancé un programme de toutes les écoles qui s'appelle Grandir dehors, où ils sont amenés à sortir le plus souvent possible de la classe. Donc ils vont faire des maths autour du lac, ils vont faire de l'observation, machin. Et la maîtresse a essayé de combiner ça à plusieurs reprises, et ça cartonne. On s'éloigne de plus en plus de élèves, chaises, maîtres, debout. Enfin bon, voilà, c'est très cool. Bravo et merci pour ce genre d'action. Ah ouais, non, mais c'est. Moi, je sais que voilà, les élèves qui arrivent dans ma classe, bon, ils sont petits, hein, ils ont quand même un petit vécu d'élève, mais qui arrivent à me dire j'aime pas lire, j'aime pas l'école, c'est clair que je vais remonter mes manches et que je vais tout faire pour que ces enfants. Je croyais que tu remontais les manches et leur mettre des claques. C'est voilà, je vais tout faire pour leur changer ce qu'ils ont dans la tête et montrer que c'est pas une corvée, que c'est pas une punition de venir à l'école, que ouvrir un livre c'est un bonheur, c'est une surprise, c'est un voyage à chaque fois. Bon, voilà, passer la première semaine où ils ronchonnent un peu, ils me regardent bizarrement, ils s'éclatent. Et y compris ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont pas bons à l'école, et ben voilà, il y en a qui auront peut-être l'impression qu'on a juste regardé des films dans ma classe. Souvent ils disent ça, ouais, on regarde tout le temps des films dans la classe de Madame Maubec. Oui, enfin les autres qui y sont, ils voient bien qu'il y a du boulot derrière et que c'est pas juste de regarder un film, et que même regarder un film, c'est déjà une compétence. Donc. Surtout à l'ère TikTok, voilà, j'ai fait mon petit boomer. Eh bien, ça nous mène à la toute dernière question. Est-ce qu'il y avait un point précis que tu voudrais dire sur Star Trek exactement? Un point de conclusion, quelque chose qui nous permettrait de terminer ce bon moment qu'on est en train de passer, que je suis en train de passer. J'attends avec beaucoup d'impatience et d'espoir le quatrième, mais avec Simon Pegg à l'écriture, parce que ce mec est génial. Il a écrit des dialogues, c'est un bonheur. J'étais encore en train d'en regarder un cet après-midi là. Et puis retrouver Karl Urban. J'aimerais beaucoup retrouver Jayla, parce que j'aimerais beaucoup la voir dans les rangs de l'académie et venir mettre ça. J'aimerais aussi beaucoup voir arriver Johanna, la fille de McCoy. Voilà. J'espère vraiment que ils feront quelque chose, avec au passage un très bel hommage à Tchekhov. Ils l'ont fait pour Léonard Nimoy, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, j'ai vraiment envie de les retrouver, parce que 3 films, c'est pas suffisant. Voilà, j'en veux encore. Et malheureusement, aujourd'hui même est sorti un article avec Zachary Quinto qui redisait que c'était fichu, foutu, et qu'il n'y aurait très probablement pas de 4e film. Je suis désolé de te briser le cœur. Mais voilà, apparemment, il y a très 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 peu de chances que ça arrive. Mais bon, peut-être que lors d'un prochain film, les personnages reviendront. Juste, petite question, est-ce que tu lis l'anglais? Oui, je te parle. Il existe un comic book qui s'appelle Star Trek... Ah mince, Thierry, j'ai besoin de ton aide. La deuxième série sur... Academy. Après Starfleet Academy. Je suis pas sûr de voir duquel tu parles. Bon, bref, il existe un comic book, donc une bande dessinée, dans laquelle Jayla est à la Starfleet Academy. D'accord. Avec un groupe qui existait déjà dans une précédente BD qui s'appelait Starfleet Academy. Okay. Donc on avait un groupe de personnages inconnus, totalement nouveaux. Et Jayla est intégrée au groupe dans le livre suivant. Et c'est assez cool. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt cool. Et puis, elle botte des fesses, Jayla, parce que c'est son boulot. Elle est là pour ça. Elle est géniale. J'essaierai de retrouver le nom de
ce comic book, mais bon, tant pis. Merci beaucoup, Muriel, pour ta présence ce soir et cet échange. Merci à vous. Merci ma foi, très intéressant. Comme j'ai dit, émouvant. J'ai 3 minutes et je pleurais déjà. C'était super cool. À très bientôt, Muriel. Mais merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu nous partager ça. C'était vraiment chouette. Tu reviens quand tu veux. Et Thierry, bah, toi, on le sait, à la semaine prochaine, si ouais. Dieu le veut. Avant de dire au revoir, je fais un petit coucou à Cyril Michael. Oui. Parce qu'un jour, on était j'étais figurant sur un de ses tournages pour un court-métrage qu'il avait fait. Et il y avait quelqu'un qui avait remarqué que j'avais un t-shirt Star Trek. Et Cyril Michael a dit moi, je suis pour que Star Trek soit enseigné dans les écoles. Ah. Voilà. Et donc, voilà, Cyril Michael, Muriel est en train de réaliser ton rêve. Alors, je sais pas, peut-être que tu le sais pas, Thierry, mais Cyril Michael est devenu prof dans des écoles très haut niveau. Je sais plus, donc il enseigne à des élèves qui ont 18-20 ans et il utilise très souvent Star Trek. Il me l'a dit il y a quelques mois et c'est assez savoureux de voir cette évolution également. Bien, auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour votre intérêt. À très bientôt. On se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. On va parler de je ne sais pas quoi, mais nous serons là. Nous serons là. On le fera. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Crop là.